Depuis des siècles, l'humanité se raconte une histoire continue, une progression lente, linéaire, presque rassurante, des outils de pierre aux satellites, des cavernes à la ville moderne. Pourtant, cette narration laisse derrière elle des silences, des ruptures nettes, difficiles à expliquer, des traces matérielles qui semblent surgir hors de leur époque, puis disparaître sans héritier clair. À certains endroits du globe, les couches du sol ne racontent pas une montée régulière, mais une succession de débuts, brusquement interrompus. Comme si quelque chose avait recommencé plusieurs fois. Comme si le monde avait déjà été façonné, organisé, compris, puis oublié. L'idée dérange parce qu'elle remet en question notre place, non pas comme sommet de l'histoire, mais comme étape tardive. Peut-être la 7e tentative, peut-être simplement celle qui a survécu assez longtemps pour se souvenir. La question n'est pas de savoir ce qui a existé avant nous, mais pourquoi il en reste si peu, et pourquoi certaines preuves semblent avoir été volontairement effacées. La surface de la Terre semble stable, presque immobile à l'échelle humaine. Pourtant, sous chaque pas, le sol est un empilement de temps. Des couches fines ou compactes, accumulées lentement, parfois brutalement, chacune correspondant à une période précise. La stratigraphie est l'un des langages les plus fiables dont nous disposons pour lire le passé. Elle ne raconte pas des histoires, elle décrit des successions. Et c'est précisément pour cette raison que certaines couches dérangent profondément. Dans plusieurs régions du monde, des strates ont été mises au jour sans logique apparente. Elles ne correspondent ni aux périodes climatiques connues, ni au niveau d'activité humaine supposé. On y trouve parfois des traces d'altération, de chaleur, de pression, qui suggèrent une intervention intense, concentrée, suivie d'un long silence. Ces couches ne devraient pas être là, ou plutôt, elles devraient appartenir à un récit que nous n'avons pas. Dans certaines carrières d'Europe, des ouvriers ont découvert des sols fossilisés contenant des fragments de structures régulières, enfouis bien en dessous des niveaux associés aux premières civilisations reconnues. Des surfaces planes, presque polies, séparées par des dépôts sédimentaires très anciens. Les premières analyses ont parlé de formation naturelle, mais les géométries observées, les angles, la répétition des motifs résistent à cette explication simple. La nature produit des formes étonnantes, mais rarement des surfaces organisées de manière aussi cohérente, puis abandonnées comme si elles avaient été recouvertes volontairement. Ailleurs, dans certaines zones désertiques, des couches de sable compactes révèlent des traces d'érosion qui ne correspondent pas aux vents actuels, ni à ceux reconstitués pour les périodes connues. Elles suggèrent un paysage modifié, puis figé, puis enseveli, comme si une activité avait transformé le terrain avant qu'un événement brutal ne le rende silencieux. Ce qui surprend le plus, ce n'est pas la présence de ces anomalies, mais leur dispersion. Elles apparaissent sur tous les continents, sans lien direct apparent, comme des fragments d'un monde qui ne se souvenait pas de lui-même. Les archéologues savent que l'absence de preuves n'est pas une preuve d'absence. Mais ici, le problème est inverse. Les preuves existent, mais elles sont difficiles à intégrer. Trop anciennes pour correspondre à nos modèles, trop organisées et pour être accidentelles, trop isolées pour former une civilisation complète telle que nous la définissons aujourd'hui. Alors elles deviennent marginales. Elles sont notées, classées, parfois oubliées dans des annexes techniques loin des récits principaux. La datation des couches profondes repose sur des méthodes croisées. Minéralogie, isotopes, dépôts volcaniques, fossiles associés. Dans plusieurs cas, les résultats convergent vers des âges qui précèdent de très loin l'agriculture, l'écriture, la sédentarisation. Pourtant, certains niveaux contiennent encore des matériaux qui semblent avoir été travaillés. Pas transformés au sens moderne, mais modifiés. Déplacés, assemblés, altérés de manière non aléatoire. Comme si quelqu'un avait compris le sol, ses contraintes, sa résistance et avait agi en conséquence. Il est tentant de vouloir y voir des erreurs, des contaminations, des mélanges accidentels. La science progresse souvent en éliminant les hypothèses les plus fragiles. Mais lorsque les mêmes incohérences apparaissent indépendamment, dans des contextes géologiques différents, la prudence change de nature. Elle n'invite plus à rejeter, mais à suspendre le jugement. Certaines couches montrent aussi des interruptions nettes, des périodes où les dépôts cessent brusquement, comme si l'environnement avait été figé. Puis, au-dessus, tout recommence. Une nouvelle accumulation, un nouveau cycle. Ces ruptures ne coïncident pas toujours avec les grandes extinctions connues. Elles sont plus locales, plus ciblées. Elles suggèrent des événements qui ont effacé non seulement des formes de vie, mais aussi des traces d'organisation. La question devient alors inconfortable.
Si une société avancée avait existé avant nous, combien de temps ces traces auraient-elles survécu? Les métaux se corrodent, les structures s'effondrent, les villes deviennent des collines. Après quelques dizaines de milliers d'années, il ne reste souvent que des anomalies subtiles dans le sol, des couches légèrement différentes, des minéraux déplacés. Rien qui ressemble à une ruine spectaculaire. Rien qui impose une réécriture immédiate de l'histoire. Nous avons tendance à imaginer les civilisations passer à notre image. Des monuments, des inscriptions, des réseaux visibles. Mais une culture pourrait très bien laisser peu de traces durables si elle utilisait des matériaux périssables ou si elle évitait l'accumulation massive. Elle pourrait aussi disparaître rapidement, emportée par un changement climatique brutal, une montée des eaux, une activité géologique intense. Dans ce cas, le sol ne raconterait pas une fin, mais un effacement. Dans certains sites, les couches problématiques ont été recouvertes par des dépôts marins. Cela signifie que des terres aujourd'hui émergées ont été submergées pendant des millénaires. Tout ce qui se trouvait à la surface a été lessivé, déplacé, dissous. Ce que nous retrouvons aujourd'hui n'est qu'un écho déformé. Et pourtant, même cet écho suffit à troubler la chronologie. Il existe aussi une dimension humaine dans cette lecture du sol. Les décisions de fouilles, les budgets, les priorités orientent ce qui était étudié en profondeur. Une anomalie trop ancienne, trop isolée, est souvent jugée peu pertinente. Elle ne raconte rien de clair, elle ne s'inscrit pas dans un récit exploitable. Alors elle attend, dans une boîte, dans un rapport, dans une base de données rarement consultée. L'idée que nous pourrions être la 7e civilisation n'implique pas une continuité directe. Elle suggère plutôt une répétition, des tentatives, des périodes où l'intelligence s'organise, transforme son environnement, puis disparaît presque entièrement. Le sol devient alors un palimpseste. Chaque civilisation écrit par-dessus la précédente, effaçant sans le savoir ce qui l'a précédé. Ce qui est troublant, c'est que certaines couches semblent volontairement nivelées, comme si le terrain avait été préparé, aplani avant d'être abandonné. Cette action n'a pas de sens pour une société nomade. Elle suppose une intention à long terme, une projection dans le futur, puis de soudain plus rien. Pas de transition progressive, pas d'adaptation visible. Ces couches qui ne devraient pas exister ne prouvent rien à elles seules. Elles ne racontent pas une histoire complète, mais elles posent une question simple et persistante. Si notre compréhension du passé repose sur ce que nous reconnaissons, que faisons-nous de ce que nous ne savons pas nommer? Et si le sol conservait la mémoire de mondes entiers que nous n'avons jamais appris à écouter, à quel moment avons-nous décidé que notre civilisation était la première à mériter ce nom? L'histoire humaine repose sur une confiance tacite dans l'ordre du temps, une succession claire, balisée, où chaque période succède à la précédente sans ambiguïté. Cette chronologie n'est pas seulement un outil, elle est devenue un cadre mental. Elle rassure parce qu'elle donne l'illusion d'une progression maîtrisée. Pourtant, à mesure que les données s'accumulent, ce cadre montre des fissures. Pas des ruptures de spectaculaires, mais des décalages discrets, persistants, difficiles à ignorer. Dans plusieurs sites archéologiques, des objets apparaissent là où ils ne devraient pas se trouver. Pas en surface où les déplacements sont fréquents, mais profondément enfouis, piégés dans des couches anciennes. Des pierres seront façonnées selon des techniques qui supposent une intention claire, parfois une symétrie, appelée parfois une standardisation. Rien de grossier, rien qui puisse être facilement attribué à un hasard géologique. Ces objets ne sont pas nombreux, mais leur présence suffit à troubler l'ordre établi. La réaction initiale est presque toujours la même. On évoque une intrusion tardive, une perturbation du sol, un glissement, une activité animale. Ces explications sont parfois valables. Le sol est un milieu vivant, traversé, remanié, mais dans certains cas, aucune de ces hypothèses ne tient. Les couches d'entrera sont intactes, les sédiments sont cohérents, les objets mentexos sont exactement là où ils semblent appartenir. Trop anciens pour notre récit, trop précis pour être ignorés. La chronologie officielle s'est construite par ajustements successifs. Elle a absorbé des découvertes, rejeté des anomalies, corrigé des erreurs. Ce processus est normal, mais il a aussi créé des zones de rigidité, des périodes considérées comme closes où toute donnée discordante devient suspecte par défaut. Ce n'est pas un complot, mais une inertie intellectuelle, une difficulté à repenser l'ensemble pour quelques fragments dérangeants. Dans certains cas, les datations ne s'alignent pas. Un outil semble plus ancien que la couche dans laquelle il est trouvé, ou inversement.
Plutôt que de remettre en question la séquence globale, on ajuste localement. On corrige une marge, on invoque une contamination. La chronologie reste intacte, mais au prix de petites incohérences et incohérences accumulées. À force, ces incohérences dessinent un motif. Il existe aussi des cultures dites sans transition. Elles apparaissent entièrement dans les archives archéologiques avec un niveau de complexité inattendu, sans phase préparatoire clairement identifiée. Leur maîtrise de certaines techniques semble soudaine. Leur organisation spatiale est déjà structurée. Puis, parfois, elles disparaissent tout aussi brusquement. La chronologie les accepte, mais sans vraiment les expliquer. Elles deviennent des exceptions, des curiosités, plutôt que des indices. Ce qui rend ces fissures plus troublantes, c'est leur répétition. Elles ne se concentrent pas dans une seule région ou une seule période. Elles surgissent dans des contextes très différents, comme si le problème n'était pas local mais structurel, comme si notre manière de découper le temps ne correspondait pas entièrement à ce qui s'est réellement produit. La notion de progrès continu est relativement récente. Pendant longtemps, les sociétés humaines ont imaginé le temps comme cyclique, des âges qui naissent, culminent, puis s'effondrent. Cette vision n'était pas fondée sur des preuves matérielles, mais sur l'observation de la nature, des saisons, des civilisations elles-mêmes. Ce n'est qu'avec l'essor des sciences modernes que l'idée d'une flèche du temps irréversible s'est imposée. Utile, mais peut-être incomplète. Si des civilisations antérieures ont existé, elles n'ont pas nécessairement suivi le même chemin que le nôtre. Leur développement aurait pu être rapide, ciblé, puis interrompu. Elles auraient aussi pu maîtriser certains domaines tout en ignorant d'autres. Leur disparition aurait laissé peu de traces durables, mais suffisamment pour troubler nos catégories. La chronologie, dans ce cas, ne serait pas fausse, mais trop simple. Dans certains sites, des structures semblent avoir été réutilisées par des cultures ultérieures, sans que celles-ci en comprennent l'origine. Des fondations anciennes servent de base à des constructions plus récentes. Des pierres sont déplacées, intégrées, réinterprétées. La chronologie devient alors un palimpseste. Ce que nous attribuons à une culture donnée est parfois l'héritage muet d'une autre, plus ancienne, déjà oubliée à l'époque. Il y a aussi les absences, des périodes entières où l'on s'attendrait à trouver des traces d'activité, mais où le sol reste silencieux. Puis soudain des signes d'organisation apparaissent. Cette discontinuité est difficile à expliquer uniquement par des facteurs environnementaux. Elle suggère des effondrements, des abandons, des recommencements. La chronologie linéaire peine à rendre compte de ces mouvements. La fissure n'est pas seulement dans les données, elle est aussi dans notre langage. Nous parlons de préhistoire comme d'un espace homogène, indistinct, alors qu'il couvre une durée immense. Nous utilisons des termes qui simplifient, qui regroupent, qui lissent. Cela facilite la compréhension, mais cela efface les nuances. Dans cet espace flou pourraient se cacher plusieurs histoires distinctes, compressées en une seule. À mesure que les méthodes d'analyse se perfectionnent, certaines anomalies deviennent plus difficiles à ignorer. Elles ne renversent pas immédiatement les modèles, mais elles les fragilisent. Elles invitent à la prudence, à l'humilité, à l'idée que notre chronologie est peut-être une approximation utile, mais pas une vérité définitive. Accepter que la chronologie se fissure ne signifie pas abandonner la rigueur scientifique. Cela signifie reconnaître ses limites, admettre que le passé est plus vaste que les cadres que nous lui imposons. Et si ces fissures n'étaient pas des erreurs à corriger, mais des ouvertures à explorer, que révéleraient-elles sur les mondes qui ont précédé le nôtre et sur la fragilité de celui que nous croyons comprendre ? À travers le monde, certaines structures semblent appartenir à des civilisations qui ne correspondent pas à leur âge apparence. Elles sont intégrées aux récits historiques, mais leur origine réelle reste floue. On les attribue à des peuples connus, tout en admettant à demi-mot que quelque chose ne concorde pas. La pierre, elle, ne se soucie pas de nos classifications. Elle conserve les marques du temps avec une patience indifférente. Dans plusieurs régions, des sites monumentaux reposent sur des fondations dont l'érosion dépasse largement celle des constructions visibles. Les parties inférieures sont plus anciennes, plus altérées, comme si elles avaient traversé une durée bien plus longue que les structures supérieures. Cela suggère une réutilisation. Une culture bâtie sur les vestiges d'une autre, sans en connaître l'origine exacte. Ce phénomène n'est pas exceptionnel en soi, mais il devient troublant lorsque les écarts temporels semblent dépasser les limites admises. Certaines ruines présentent des techniques de taille et d'assemblage que les peuples auxquels on les attribue ne semblent pas avoir maîtrisées ailleurs.
Les blocs sont ajustés avec une précision qui ne laisse presque aucun espace entre eux. Les surfaces qu'elle a sont planes, parfois légèrement convexes, comme si elles avaient été façonnées avec une intention géométrique avancée. Pourtant, dans les couches culturelles associées à ces peuples, on ne trouve ni les outils correspondants ni les étapes intermédiaires de ce savoir-faire. La question n'est pas de nier les capacités des civilisations anciennes connues. Elles ont démontré une ingéniosité remarquable. Mais il existe des cas où l'écart entre les ruines et le reste de la culture matérielle est difficile à combler. Les objets du quotidien sont simples, parfois fragiles, tandis que les structures monumentales semblent appartenir à un autre registre technologique, comme si deux histoires distinctes s'étaient superposées. Dans certaines régions d'Amérique du Sud, des sites sont officiellement attribués à des cultures dont la chronologie est relativement récente. Pourtant, l'érosion observée sur certaines parties suggère une exposition beaucoup plus longue aux éléments. Les angles sont adoucis, les surfaces ont été creusées par des processus lents, incompatibles avec les dates délais généralement avancées. Pour expliquer cela, on invoque des conditions climatiques extrêmes. Mais ces conditions n'expliquent pas tout, surtout lorsqu'elles ne sont pas observées ailleurs sur des structures du même âge. Il existe aussi des ruines isolées, loin des centres connus de population. Elles ne semblent pas correspondre à des réseaux urbains ni à des systèmes défensifs classiques. Leur emplacement suggère une logique différente, peut-être rituelle, peut-être fonctionnelle, mais pas facilement intégrable aux modèles habituels. Ces sites sont souvent moins étudiés car ils ne racontent pas une histoire claire. Ils ne s'inscrivent pas dans une progression évidente. Dans certains cas, les peuples historiquement associés à ces ruines ont eux-mêmes transmis des récits ambigus. Des traditions orales parlent de bâtisseurs anciens, de géants, de peuples disparus. Ces récits sont souvent relégués au domaine du mythe. Pourtant, ils pourraient être les échos déformés d'une réalité oubliée. Pas des descriptions littérales, mais des souvenirs collectifs d'un héritage incompris. La réutilisation des ruines est un phénomène ancien. Lorsqu'une société découvre des structures abandonnées, elle les interprète à travers ses propres références. Elle les adapte, les modifie, parfois les vénère. Avec le temps, l'origine se perd. La ruine devient un point de départ, non une fin. Ce processus complique la lecture archéologique car il superpose des couches culturelles distinctes sur une même base matérielle. Ce qui intrigue, c'est la récurrence de ce schéma. Des ruines plus anciennes que les peuples qui les occupent apparaissent sur plusieurs continents. Elles partagent certaines caractéristiques sans être identiques. Une préférence pour la pierre massive, une attention particulière aux fondations, une compréhension fine du terrain. Ces éléments suggèrent une approche cohérente, peut-être partagée par des cultures qui ne se connaissaient pas ou qui appartenaient à une époque où les distances étaient perçues différemment. Il est possible que certaines civilisations antérieures aient atteint un niveau de maîtrise technique suffisant pour laisser des traces durables, sans pour autant produire une abondance d'artefacts. Si leur société était plus restreinte, plus spécialisée, ou si elle privilégiait des matériaux périssables pour le reste de ses activités, il ne resterait aujourd'hui que ces structures robustes, des fragments d'un monde dont le reste s'est dissous. La difficulté réside dans notre tendance à associer monumentalité et complexité sociale. Une grande structure implique, selon nos modèles, une population nombreuse, une organisation hiérarchique, une économie développée. Mais il est possible qu'une civilisation antérieure ait fonctionné selon des principes différents, une connaissance concentrée, une utilisation ciblée de l'énergie humaine, une relation au temps moins orientée vers l'accumulation. Dans certains sites, les ruines semblent avoir été intentionnellement laissées inachevées ou abandonnées. Les pierres sont en place, mais certaines parties manquent, comme si le projet avait été interrompu. Il n'y a pas toujours de signe de destruction violente, plutôt une cessation soudaine. Cela évoque un effondrement rapide ou un départ collectif. Les raisons restent inconnues, mais l'effet est le même. Le silence. Ces ruines posent une question simple mais profonde. À qui appartiennent-elles vraiment ? À ceux qui les ont utilisées ou à ceux qui les ont conçues ? Si nous attribuons systématiquement les structures visibles aux peuples les plus récents, nous risquons de confondre occupation et origine. La pierre, elle, porte des indices plus anciens, des marques d'outils, des choix architecturaux, des alignements qui ne correspondent pas toujours aux pratiques connues.
Accepter l'idée que certaines ruines soient plus anciennes que leur peuple, ce n'est pas réécrire l'histoire de manière arbitraire, c'est admettre que notre connaissance est fragmentaire, que le passé n'est pas une ligne droite, mais une superposition de tentatives. Et si ces structures ont été les rares survivantes de civilisations précédentes, que disent-elles de la nôtre et de la manière dont nous laisserons, ou non, des traces lisibles pour ceux qui viendront après? La pierre est souvent perçue comme le témoin le plus fiable du passé, solide, résistante, presque éternelle à l'échelle humaine. Nous lui faisons confiance pour porter la mémoire des civilisations disparues, pour conserver leurs gestes, leurs intentions, leurs ambitions. Pourtant, cette confiance repose sur une illusion de permanence. La pierre se transforme lentement, mais elle se transforme, et dans cette transformation, une grande partie de l'histoire se perd. Chaque bloc exposé aux éléments entame un dialogue silencieux avec son environnement. Le vent polit les arêtes, l'eau s'infiltre dans les fissures, les variations de température fatiguent la matière. Ce processus est lent mais constant. Sur des durées suffisamment longues, il efface les marques les plus fines. Les traces d'outils disparaissent. Les ajustements précis deviennent flous. Ce qui était intentionnel se confond avec le naturel. La pierre reste, mais son langage s'appauvrit. Dans les sites très anciens, ce que nous observons n'est jamais l'état d'origine. C'est une version altérée, parfois profondément modifiée. Les surfaces que nous interprétons comme brutes ont pu être lisses autrefois. Les formes que nous jugeons irrégulières ont pu être parfaitement maîtrisées. Notre lecture est conditionnée par ce qui a survécu, non par ce qui a été créé. Il existe aussi une sélection naturelle des vestiges. Toutes les pierres ne survivent pas de la même manière. Les matériaux les plus résistants traversent les âges, tandis que les autres disparaissent. Cela crée un biais. Nous reconstruisons le passé à partir de ce qui a résisté et non de ce qui a existé en totalité. Une civilisation qui aurait utilisé largement le bois, les fibres, les alliages instables aurait laissé peu de traces visibles. Même ces structures de pierre pourraient ne connaître que des fragments d'un ensemble bien plus vaste. La mémoire de la pierre est également fragmentée par les événements géologiques. Les tremblements de terre déplacent, brisent, enfouissent, les glaciations broient les reliefs, les montées des eaux recouvrent des territoires entiers. Ce qui était central devient périphérique, puis invisible. Ce que nous retrouvons aujourd'hui est souvent ce qui a échappé par hasard à ces bouleversements. Dans certains cas, des structures anciennes semblent avoir été volontairement démontées. Les pierres antilles sont absentes, réutilisées ailleurs, intégrées dans des constructions plus récentes. Cette pratique était courante. La pierre taillée représentait un investissement considérable. Lorsqu'une civilisation disparaissait ou se transformait, ces matériaux devenaient une ressource. Ainsi, les monuments les plus anciens ont parfois été littéralement disséminés dans le paysage, perdant leur cohérence d'origine. La pierre ne conserve pas non plus le contexte. Elle ne raconte pas l'usage exact, la fonction précise, l'organisation sociale qui l'entourait. Elle ne dit rien des sons, des mouvements, des rythmes de vie. Elle fige une forme, mais pas le système dont elle faisait partie. Lorsqu'il ne reste que des fondations, nous sommes tentés d'y projeter nos propres modèles. Mais ces modèles peuvent être profondément anachroniques. Il est possible qu'une civilisation antérieure ait utilisé la pierre de manière très spécifique, limitée à certains points clés. Des plateformes, des structures d'ancrage, des lieux de convergence. Le reste de son activité aurait pu se dérouler dans des formes aujourd'hui invisibles. Dans ce cas, la pierre que nous découvrons serait trompeuse. Elle donnerait l'impression d'une culture incomplète, fragmentaire, alors qu'elle n'est que la partie survivante d'un ensemble cohérent. La fragilité de la mémoire de la pierre se manifeste aussi dans notre manière de l'interpréter. Les catégories que nous utilisons pour décrire les structures sont modernes. Nous parlons de temples, de forteresses, de tombes. Ces mots orientent notre regard. Ils enferment la pierre dans des fonctions familières. Mais une structure ancienne pourrait ne correspondre à aucune de ces catégories. Elle pourrait avoir servi à des usages que nous n'avons pas encore identifiés ou que nous avons oubliés. Dans certains sites, les alignements de pierres semblent précis, mais leur signification reste obscure. Ils ne correspondent pas toujours aux modèles astronomiques connus. Ils ne s'intègrent pas clairement à des systèmes défensifs ou résidentiels. Face à cette ambiguïté, la tentation est grande de minimiser leur importance, de les considérer comme symboliques, secondaires, voire accidentelles. Pourtant, cette ambiguïté pourrait être le signe d'une logique différente, aujourd'hui perdue. La pierre conserve aussi les erreurs. Des projets interrompus, des ajustements abandonnés, des structures jamais utilisées.
Ces vestiges peuvent être confondus avec des ruines accidentelles, alors qu'ils témoignent d'un processus de réflexion, d'expérimentation. Une civilisation ancienne aurait pu tester, corriger, renoncer. Ces traces, isolées de leur contexte, deviennent difficiles à lire. Il y a enfin la question du temps perçu. Pour nous, quelques milliers d'années représentent une profondeur vertigineuse. Pour la géologie, ce n'est qu'un instant. Une civilisation qui aurait existé bien avant les périodes que nous considérons comme fondatrices aurait vu la majorité de ces traces se dissoudre lentement. Ce qui subsiste aujourd'hui serait déjà une sélection extrême, filtrée par le hasard et la résistance des matériaux. Lorsque nous disons que la pierre est un témoin fiable, nous oublions qu'elle ne témoigne que de ce qu'elle a pu conserver. Elle ne garantit pas l'exhaustivité. Elle ne promet pas la clarté. Elle offre des fragments, des silhouettes, des indices. C'est à nous de décider si nous les utilisons pour confirmer ce que nous croyons déjà savoir, ou pour interroger ce que nous n'avons jamais envisagé. Si la mémoire de la pierre était fragile, alors notre vision du passé l'est aussi. Chaque ruine que nous observons est le résultat d'une longue série de pertes. Ce que nous appelons vestige est déjà une version réduite, appauvrie, silencieuse. Et si, malgré cette fragilité, la pierre parvient encore à troubler notre chronologie et nos certitudes, que dirait-elle si elle avait conservé l'ensemble de ce qu'elle a vu ? Et combien d'histoires restent encore enfouies, non pas parce qu'elles n'ont jamais existé, mais parce que la pierre n'a pas pu s'en souvenir entièrement. Depuis plusieurs décennies, la datation est devenue l'un des piliers de notre compréhension du passé. Elle offre des repères, des cadres, des durées. Elle permet de situer un objet, une couche, un événement dans une chronologie cohérente. Parmi ces méthodes, certaines sont devenues presque synonymes de certitude. Pourtant, aucune d'elles n'est absolue. Et certaines traces anciennes semblent précisément se situer dans les zones où ces outils cessent d'être pleinement efficaces. Le carbone est un témoin fragile. Il raconte le temps à travers la lente disparition d'un élément instable, présent uniquement dans ce qui a vécu. Cela signifie que tout ce qui n'est pas directement issu du monde biologique échappe à son récit. La pierre, les métaux anciens, les structures minérales n'entrent pas dans ce cadre. Ils doivent être datés indirectement, par association, par contexte, par proximité. Et c'est là que l'incertitude commence à s'élargir. Lorsqu'un objet travaillé est trouvé sans matière organique associée, sa datation devient une estimation. On date le sol autour, les dépôts qui le recouvrent, les couches qui l'entourent. Mais ces éléments peuvent avoir été déplacés, remaniés, perturbés par des processus naturels ou humains. Le résultat n'est pas faux, mais il est dépendant d'hypothèses. Et lorsque ces hypothèses sont répétées sur des milliers de sites, les marges s'accumulent. Dans certains cas, des structures semblent trop anciennes pour les cultures auxquelles on les associe, mais trop récentes pour correspondre aux couches géologiques dans lesquelles elles se trouvent. Elles occupent un entre-deux inconfortable. Les méthodes classiques ne parviennent pas à les situer avec précision. Alors on les ancre dans la période la plus proche acceptable, non parce que les preuves l'exigent, mais parce que le cadre l'impose. Il existe aussi des situations où les résultats de datation sont cohérents entre eux, mais incohérents avec le reste du site. Des couches semblent plus anciennes que ce qu'elles contiennent. Des objets paraissent hors de leur temps. Face à cela, on privilégie souvent l'homogénéité du récit global. On ajuste les données discordantes plutôt que de remettre en question l'ensemble. Ce choix est pragmatique, mais il a un coût. Il rend invisibles certaines possibilités. Le carbone ne peut pas expliquer les absences. Il ne dit rien des périodes où aucune matière organique n'a survécu. Il ne raconte pas les civilisations qui auraient utilisé peu de matériaux biologiques durables. Il ne peut pas dater une intention, une organisation, une connaissance. Il ne mesure que la mort d'un organisme, pas la naissance d'une idée. Dans certains sites anciens, les traces d'activité humaine sont minimes, presque effacées. Quelques pierres déplacées, des sols nivelés, des alignements subtils. Rien qui puisse être directement daté par les méthodes classiques. Pourtant, ces modifications du paysage suggèrent une action consciente, une compréhension du terrain, une volonté d'agir sur l'environnement. Ces gestes ne laissent pas toujours de carbone derrière eux. Il est tentant de considérer ces sites comme naturels, faute de preuves datables. Mais cette absence peut être trompeuse. Une civilisation ancienne aurait pu exister dans un équilibre étroit avec son environnement, laissant peu de déchets, peu de résidus organiques. Si elle a disparu depuis très longtemps, ce qui restait de biologique aurait été recyclé, dissous, transformé. Le carbone, dans ce cas, se serait tu.
Les méthodes de datation sont des outils puissants, mais elles sont conçues pour répondre à certaines questions, pas à toutes. Elles fonctionnent particulièrement bien pour les périodes récentes à l'échelle géologique. Plus on remonte dans le temps, plus les incertitudes augmentent. Les marges s'élargissent. Les interprétations deviennent plus dépendantes du contexte. Dans cette zone floue, certaines découvertes deviennent inconfortables. Elles ne sont pas suffisamment anciennes pour être reléguées à la préhistoire indifférenciée, ni suffisamment récentes pour être intégrées au récit de connu. Elles flottent, elles dérangent, et souvent, elles sont mises de côté, non par malveillance, mais par prudence excessive. Il faut aussi considérer que les méthodes de datation ont été développées dans un contexte théorique précis. Elles ont été calibrées pour confirmer des modèles existants. Lorsqu'elles produisent donc des résultats inattendus, la tentation est grande de chercher l'erreur technique plutôt que d'interroger le modèle. Ce réflexe est humain, il protège la cohérence, mais il peut aussi ralentir la découverte. Ce que le carbone ne peut pas expliquer, ce sont les discontinuités, les recommencements, les périodes où l'activité humaine semble s'interrompre puis reprendre sous une autre forme. Les méthodes actuelles peuvent dater les vestiges de ces phases, mais elles peinent à expliquer leur succession. Pourquoi une région est-elle occupée, organisée, puis abandonnée pendant des millénaires avant d'être réinvestie sans mémoire apparente de ce qui existait auparavant ? Dans certains cas, les peuples plus récents semblent avoir ignoré les structures qu'ils ont pourtant réutilisées. Ils les intègrent à leur paysage sans en comprendre l'origine. Ils les sacralisent, les adaptent, les transforment. La datation associe alors ces structures à la culture la plus récente, effaçant implicitement leur histoire antérieure. Le carbone raconte le dernier usage, pas le premier. Il est possible que certaines civilisations antérieures aient existé dans des périodes où les repères chronologiques sont plus difficiles à établir. Des périodes de transition climatique, de bouleversements environnementaux, où les dépôts sont chaotiques, les couches mélangées. Dans ces contextes, les méthodes classiques perdent en précision. Les traces humaines deviennent plus difficiles à isoler. Reconnaître les limites de la datation ne revient pas à la rejeter. Cela signifie simplement accepter qu'elle ne dit pas tout, qu'elle éclaire certaines zones du passé tout en laissant d'autres dans la pénombre. Et dans cette pénombre, il est possible que des civilisations entières aient existé sans laisser de signature clairement mesurable par nos outils actuels. Si nous sommes la 7e civilisation, ou l'une parmi d'autres, alors le silence du carbone n'est pas une négation. C'est une invitation à chercher autrement, à croiser les indices, à écouter les anomalies, à admettre que certaines histoires ne se laissent pas enfermer dans nos cadres temporels. Et si les limites de nos méthodes étaient ainsi précisément ce qui nous empêche encore de voir ce qui a précédé, quelles autres traces devrions-nous apprendre à reconnaître pour entendre ce que le temps n'a pas su mesurer ? L'une des idées les plus profondément ancrées dans notre vision de l'histoire est celle de la transmission. Nous imaginons les civilisations comme des chaînes continues, où chaque société hérite des connaissances, des techniques et des symboles de celle qui l'a précédée. Même lorsqu'un empire s'effondre, quelque chose subsiste. Une langue transformée, des pratiques adaptées, des ruines réinterprétées. Pourtant, certaines traces du passé semblent ne mener à rien. Elles n'ont laissé aucun héritier identifiable. Dans plusieurs régions du monde, des ensembles culturels apparaissent brièvement dans les archives archéologiques, puis disparaissent sans continuité apparente. Leurs outils ne se transforment pas progressivement. Leurs motifs ne sont pas repris. Leurs structures ne sont pas clairement intégrées, sont oubliées aux cultures suivantes. Ils ne sont pas absorbés, ils s'éteignent. Et après eux, le paysage culturel semble repartir de zéro. Ces civilisations sans héritier posent un problème conceptuel. Dans un monde où les populations se déplacent, se mélangent, s'influencent mutuellement, comment expliquer une disparition aussi nette ? Les catastrophes naturelles peuvent effacer des villes, mais elles n'effacent pas toujours les savoirs. Les guerres peuvent décimer des peuples, mais des survivants transmettent souvent des fragments de leur culture. Ici, le silence est presque total. Certains chercheurs évoquent des extinctions démographiques complètes, des pandémies anciennes, des bouleversements environnementaux rapides, des changements climatiques extrêmes. Ces hypothèses sont plausibles, mais elles n'expliquent pas tout. Même après des effondrements majeurs, il reste généralement des traces indirectes, des mythes, des emprunts linguistiques, des techniques persistantes. Pour certaines cultures anciennes, ces indices manquent presque entièrement.
Il est possible que ces civilisations aient existé dans des contextes très localisés, des sociétés adaptées à des niches environnementales spécifiques, disparues lorsque ces environnements ont changé. Dans ce cas, leur disparition aurait été rapide et leur influence limitée. Mais cette explication devient fragile lorsque l'on observe des structures monumentales ou des aménagements à grande échelle. Ceci suppose une organisation collective, une connaissance partagée, une intention durable. Une autre possibilité est que certaines civilisations aient volontairement limité la transmission, non par isolement complet, mais par choix culturel. Une connaissance réservée à une élite restreinte, des techniques non diffusées, des savoirs protégés, voire dissimulés. Si une telle société venait à disparaître brutalement, ces connaissances disparaîtraient avec elle, sans diffusion préalable. Il existe aussi la question de la lisibilité. Une civilisation peut laisser des héritiers biologiques, mais pas culturels au sens où nous l'entendons. Les populations peuvent survivre tout en perdant leur structure sociale, leur système symbolique, leurs connaissances techniques et sens techniques. Dans ce cas, l'héritage est invisible pour l'archéologie. Il ne se manifeste ni dans les objets, ni dans les constructions. Il se dissout dans une adaptation nouvelle, sans mémoire explicite de ce qui a précédé. Dans certaines régions, des peuples plus récents occupent des territoires anciennement aménagés sans sembler en comprendre l'origine. Ils utilisent les sols nivelés, les plateformes, les chemins anciens, mais sans les reproduire ailleurs, comme si ces aménagements appartenaient à un autre monde, accepté mais non intégré. L'héritage est fonctionnel mais pas culturel. Les mythes peuvent parfois offrir des indices. Des récits parlent de peuples anciens disparus, de bâtisseurs oubliés, de terres autrefois florissantes devenues stériles. Ces histoires sont souvent interprétées comme des métaphores, mais elles pourraient aussi être des souvenirs fragmentaires, transmis sans les clés pour les comprendre, des héritages dégradés, réduits à des symboles. La difficulté avec les civilisations sans héritier est qu'elles contredisent notre attente de continuité. Elles suggèrent que l'histoire humaine n'est pas uniquement une accumulation, mais aussi une succession de pertes, des savoirs qui émergent, se développent, puis s'éteignent sans descendance, des expériences collectives qui ne laissent aucune trace directe dans le monde suivant. Si nous envisageons l'idée de plusieurs cycles de civilisation, alors l'absence d'héritier devient moins étrange. Chaque cycle pourrait se clore sur une rupture suffisamment profonde pour effacer presque toute continuité. Les survivants, s'il y en a, repartiraient avec des connaissances limitées, adaptées à un nouveau contexte. Le passé deviendrait un bruit de fond, non une référence. Il est aussi possible que certaines civilisations aient atteint un niveau de complexité qui les rendait vulnérables, une dépendance à des environnements stables, à des systèmes précis. Lorsqu'un changement majeur survient, ces systèmes s'effondrent rapidement. Sans temps pour l'adaptation, sans phase de transition. Dans ce cas, l'absence d'héritier n'est pas le signe d'une faiblesse initiale, mais d'une spécialisation extrême. Les archives archéologiques sont silencieuses sur ces transitions brutales. Elles montrent des avant et des après, mais rarement le moment du basculement. Les civilisations sans héritier disparaissent entre deux couches. Elles laissent des structures, parfois impressionnantes, mais aucune trace de leur fin. Ce silence est peut-être l'indice le plus troublant. Nous avons tendance à considérer notre propre civilisation comme durable, précisément parce qu'elle repose sur une transmission massive de l'information, des archives, des réseaux, des technologies de stockage. Mais cette abondance pourrait être une illusion de sécurité. Si les conditions qui rendent cette transmission possible venaient à disparaître, combien de nos connaissances survivraient réellement ? Combien seraient comprises, utilisables, transmissibles ? Les civilisations sans héritier nous obligent à repenser la notion de progrès. Elles suggèrent que l'avancée humaine n'est pas une marche continue, mais une série de tentatives, certaines fructueuses, d'autres éphémères. Elles rappellent que la survie d'une culture dépend autant de sa capacité à transmettre que de sa capacité à créer. Si des sociétés entières ont existé sans laisser de descendance identifiable, alors notre propre héritage est plus fragile que nous ne l'imaginons. Et si ces civilisations oubliées ont réellement précédé la nôtre, non comme des ancêtres directs, mais comme des expériences antérieures de l'intelligence humaine, que reste-t-il encore à découvrir sur les conditions qui permettent à une civilisation non seulement d'émerger, mais de laisser une trace lisible au-delà de sa disparition ? La cartographie est souvent perçue comme un reflet fidèle de la connaissance d'une époque. Elle traduit ce qu'un peuple sait de son territoire, de ses voisins, de ses horizons.
Les cartes anciennes sont étudiées comme des objets culturels, chargés de symboles, de croyances, parfois de lacunes évidentes. Pourtant, certaines d'entre elles résistent à cette lecture. Leur précision dépasse ce que l'on attendrait des moyens supposés disponibles au moment de leur création. Elles ne sont pas simplement approximatives ou décoratives, elles sont troublantes par leur exactitude silencieuse. Dans plusieurs archives, des cartes attribuées à des périodes relativement récentes semblent s'appuyer sur des sources bien plus anciennes. Elles montrent des côtes avec une fidélité surprenante, des proportions cohérentes, des détails qui n'auraient pu être observés facilement sans une vue d'ensemble difficile à atteindre avec les technologies connues. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement ce qu'elles montrent, mais ce qu'elles omettent. Certaines régions sont représentées telles qu'elles étaient avant des transformations géologiques majeures. Il existe des cartes où des lignes côtières apparaissent plus étendues, moins fragmentées, comme si le niveau des eaux était différent. Des zones aujourd'hui submergées y sont tracées avec une assurance tranquille. A l'inverse, certaines régions actuellement visibles semblent absentes ou altérées. Ces choix ne correspondent pas toujours aux connaissances géographiques officielles de l'époque à laquelle ces cartes sont attribuées. Les historiens expliquent souvent ces anomalies par des copies successives. Une carte serait la reproduction imparfaite d'une autre, elle-même issue d'une source plus ancienne. Cette hypothèse est raisonnable. Elle reconnaît implicitement l'existence de savoirs antérieurs, transmis puis déformés. Mais elle soulève une question plus profonde. Quelle était la nature de ces sources originales et dans quel contexte ont-elles été produites ? Pour dresser une carte précise, il ne suffit pas de voyager. Il faut mesurer, comparer, corriger, il faut une vision cohérente de l'espace. Certaines cartes anciennes semblent refléter une compréhension globale, presque synthétique du monde. Elles ne sont pas de simples assemblages de récits de voyageurs. Leur géométrie est trop stable, leurs proportions trop constantes. Dans certains cas, les erreurs attendues sont absentes. Les déformations classiques liées à la projection, aux distances mal estimées, aux orientations imprécises, sont étonnamment limitées. Cela ne signifie pas que ces cartes soient femme morta, soient parfaites, mais qu'elles reposent sur un cadre de référence solide, un cadre qui semble dépasser les capacités d'observation fragmentaire. La présence de détails topographiques précis renforce cette impression. Des chaînes de montagnes, des cours d'eau, des plateaux sont représentés avec une cohérence qui suggère une connaissance directe ou un relevé systématique. Pourtant, les peuples auxquels ces cartes sont attribuées ne semblent pas avoir laissé d'autres traces d'une telle maîtrise cartographique. Il n'y a pas de progression visible, pas de version intermédiaire maladroite. La carte apparaît comme un objet presque isolé. Il est tentant de considérer ces cartes comme des exceptions, des curiosités produites par des esprits particulièrement brillants. Mais cette explication devient fragile lorsque l'on observe des motifs similaires dans des traditions géographiques distinctes. Des cartes issues de régions éloignées partagent parfois des caractéristiques communes, comme si elles s'inspiraient, pensaient-les, d'un savoir plus ancien, diffusé puis fragmenté. Certaines cartes contiennent également des annotations énigmatiques, des références qui ont été faites à des terres aujourd'hui inexistantes, des noms qui ne correspondent à aucune langue connue, des indications qui semblent décrire des environnements différents de ceux que nous connaissons. Ces éléments sont souvent interprétés comme mythologiques, mais ils pourraient aussi être les vestiges linguistiques d'un monde oublié. La cartographie ancienne pose aussi la question de la mémoire collective. Une carte peut survivre longtemps après la disparition de la culture qui l'a produite. Elle peut être copiée, adaptée, traduite, sans que son origine soit comprise. Au fil du temps, elle devient un objet hors contexte, intégré à un nouveau récit qui ne lui correspond pas entièrement. Dans certains cas, des cartes semblent représenter des régions polaires avec une précision surprenante, montrant des contours aujourd'hui cachés sous la glace. Ces représentations ne correspondent pas aux observations modernes, mais à des reconstructions géologiques de périodes antérieures. Si ces cartes s'appuient sur des sources anciennes, cela implique une connaissance du monde à une époque où ces régions étaient différentes. Cette idée est difficile à accepter, car elle remet en question la chronologie de la connaissance humaine. Elle suggère qu'une civilisation antérieure aurait pu posséder une compréhension globale de la planète, suffisante pour en tracer les contours essentiels. Une civilisation capable de mesurer, de conserver, de transmettre cette information, puis de disparaître laissant derrière elle des fragments de son savoir, incompris par ceux qui les ont hérités. La transmission cartographique est fragile, une carte peut être copiée sans être comprise.
Les symboles peuvent être interprétés de manière erronée. Les proportions peuvent être conservées sans que leur origine soit connue. Ainsi, un savoir ancien peut survivre sous une forme appauvrie, vidée de son contexte, mais toujours porteur de précision. Il est aussi possible que certaines cartes aient été volontairement simplifiées ou modifiées pour correspondre aux connaissances du moment. Les éléments trop dérangeants auraient été omis, réinterprétés ou relégués à des marges. Ce processus d'adaptation aurait permis à des cartes anciennes de traverser le temps sans provoquer de rupture immédiate dans la vision du monde dominante. Les cartes trop précises pour leur époque ne prouvent pas à elles seules l'existence de civilisations antérieures avancées, mais elles s'ajoutent en un ensemble d'indices convergents. Elles suggèrent que la connaissance du monde n'a pas toujours progressé de manière linéaire, qu'elle a pu atteindre des sommets, puis se fragmenter, se perdre, se redécouvrir partiellement. Ce qui rend ces cartes particulièrement troublantes, c'est leur calme. Elles ne cherchent pas à impressionner. Elles ne proclament rien. Elles montrent simplement un monde tel qu'il était connu de leur créateur, un monde parfois différent du nôtre, et ce décalage silencieux invite à la réflexion. Si des cartes ont pu conserver la mémoire d'une géographie ancienne, malgré la disparition de ceux qui l'ont dessinée, alors d'autres formes de savoir ont peut-être aussi survécu, cachées, fragmentées, méconnaissables. Et si notre propre vision du monde repose sur des héritages dont nous avons oublié l'origine, jusqu'où s'étend réellement la mémoire humaine, et combien de cartes restent encore à déchiffrer pour comprendre les mondes qui nous ont précédés? La géologie raconte une histoire lente, presque indifférente à la présence humaine. Elle observe les mouvements des plaques, l'érosion des reliefs, l'avancée et le retrait des mers. Ces échelles de temps dépassent largement celles des civilisations. Pourtant, c'est précisément cette distance qui lui confère une forme de neutralité. La roche ne se conforme pas au récit. Elle conserve des traces que l'histoire humaine ne contrôle pas. Dans certains lieux, le paysage semble porter les marques d'interventions anciennes, qui ne correspondent pas aux périodes d'occupation connues. Des plateaux artificiellement nivelés apparaissent dans des régions où aucune civilisation reconnue n'aurait eu les moyens ou la nécessité d'un tel aménagement. Les couches géologiques sous-jacentes montrent une stabilité prolongée, interrompue par une modification nette, puis à nouveau une longue période de repos. Cette séquence suggère une action ponctuelle, ciblée, difficile à attribuer au seul processus naturel. La géologie permet de dater les transformations du terrain indépendamment des objets humains. Elle observe quand une surface a été exposée, quand elle a été recouverte, quand elle a été fracturée ou polie. Dans plusieurs sites anciens, ces données entrent en tension avec les récits historiques. Les terrains semblent avoir été modifiés à une époque où, selon nos modèles, aucune société organisée n'était censée intervenir à cette échelle. Certaines formations rocheuses présentent des traces d'usure qui évoquent une exposition prolongée à des conditions spécifiques, aujourd'hui absentes. Des surfaces lisses, des angles adoucis, des cavités régulières suggèrent une interaction avec l'eau ou l'air sur de très longues durées. Pourtant, ces formations se trouvent parfois à des altitudes ou dans des contextes où ces conditions ne sont plus possibles depuis des millénaires. Cela implique un paysage ancien, radicalement différent, sur lequel des structures semblent avoir été implantées. Dans certaines régions côtières, des vestiges apparaissent aujourd'hui loin à l'intérieur des terres, alors que la géologie indique qu'ils auraient dû être submergés pendant de longues périodes. À l'inverse, des sites situés près des côtes actuelles semblent avoir été construits lorsque la mer était beaucoup plus basse. Ces décalages ne sont pas anecdotiques. Ils suggèrent même que certaines structures ont été conçues en fonction d'un littoral ancien, aujourd'hui disparu. La géologie contredit parfois l'histoire en silence. Elle ne le fait pas par des déclarations spectaculaires, mais par de petites discordances répétées. Une couche trop ancienne, une surface trop érodée, un dépôt absent là où il devrait être présent. Individuellement, ces anomalies peuvent être expliquées. Collectivement, elles dessinent un tableau plus complexe. Il existe aussi des cas où des matériaux semblent avoir été transportés sur de longues distances sans explication naturelle évidente. Des blocs de pierre provenant de formations géologiques spécifiques se retrouvent dans des régions éloignées, sans traces de glaciers ou de mouvements tectoniques capables de les expliquer. Leur présence suggère un transport intentionnel, organisé. Or, les périodes auxquelles ces déplacements semblent correspondre précèdent largement les sociétés connues pour de telles capacités. La géologie révèle également des épisodes de bouleversements rapides.
Des glissements massifs, des dépotins soudains, des couches chaotiques témoignent d'événements violents. Dans certains cas, ces événements semblent avoir effacé des paysages entiers. Si des civilisations avaient existé avant ces bouleversements, leurs traces auraient été fragmentées, dispersées, parfois entièrement recouvertes. Ce que nous retrouvons aujourd'hui serait alors une sélection aléatoire de vestiges ayant échappé à la destruction. Les récits historiques ont tendance à se concentrer sur les périodes de stabilité. Les moments de crise sont souvent résumés, simplifiés. La géologie, au contraire, met en évidence l'importance de ces ruptures. Elle montre que le monde a changé brutalement, à plusieurs reprises. Des environnements entiers ont disparu. Des régions fertiles sont devenues inhabitables. Dans ce contexte, l'idée de civilisation antérieure effacée devient moins improbable. Il est aussi frappant de constater que certaines structures anciennes semblent avoir été conçues pour résister à des conditions extrêmes. Le choix des matériaux, l'implantation dans le paysage, la profondeur des fondations suggèrent une connaissance fine des contraintes géologiques. Ces choix ne semblent pas improvisés. Ils témoignent d'une compréhension du sol, de ses mouvements, de sa stabilité à long terme. Si ces structures ont réellement été conçues à des époques très anciennes, cela implique une observation prolongée de l'environnement, une accumulation de savoir sur plusieurs générations, une capacité à anticiper des changements lents mais déterminants. Cette relation au temps est difficile à concilier avec l'image de sociétés primitives ou transitoires. La géologie contredit aussi certaines hypothèses de continuité. Des sites montrent des périodes d'abandon prolongées, suivies d'une réoccupation sans lien apparent avec l'occupation précédente. Les couches intermédiaires ne contiennent aucune trace d'activité humaine. Ces vides suggèrent des ruptures nettes, des effondrements, des départs massifs. La reprise ultérieure ne semble pas s'appuyer sur une mémoire locale des lieux. Dans ces contextes, l'histoire humaine apparaît fragmentée, discontinue. Les civilisations émergent, modifient tard leur environnement, puis disparaissent, parfois sans laisser de traces lisibles. La géologie, en conservant les marques de ces modifications, devient un témoin indirect de ces passages. Elle ne raconte pas qui a agi, mais elle montre que quelqu'un a agi. Accepter que la géologie contredise parfois l'histoire ne revient pas à opposer deux disciplines. Cela invite à les faire dialoguer autrement, à reconnaître que les récits humains sont partiels, construits à partir de ce qui est visible, transmissible, interprétable. La géologie, elle, conserve des indices qui échappent à ces récits. Si le sol porte les traces d'interventions anciennes que nous ne savons pas encore attribuer, alors notre compréhension du passé est incomplète. Et si ces contradictions entre la roche et le récit ne sont pas des erreurs mais des messages silencieux, que cherchent-elles à nous dire sur les civilisations qui ont précédé la nôtre, et sur la manière dont notre propre histoire sera un jour lue, fragmentée, corrigée par ceux qui n'auront accès qu'à ce que la Terre aura bien voulu conserver? L'histoire des outils est censée être l'une des plus claires. La pierre taillée devient plus fine, plus précise, les techniques se transmettent, se perfectionnent, se diversifient. Chaque objet trouvé s'inscrit, en principe, dans une lignée reconnaissable. Un style, une fonction, une période. Pourtant, certains outils résistent à cette logique. Ils ne sont pas simplement atypiques, ils semblent appartenir à aucun âge connu. Ces objets apparaissent parfois isolés, parfois en petits sous-groupes, souvent sans contexte culturel clair. Ils ne ressemblent ni aux outils tout grossiers attribués aux périodes les plus anciennes, ni aux instruments spécialisés des sociétés plus récentes. Leur forme suggère une intention précise, mais cette intention ne correspond à aucun usage clairement identifié dans les modèles existants. Ils sont trop travaillés pour être accidentels, trop simples pour être associés aux technologies complètes et complexes cognitivement connues. Dans certains cas, la matière elle-même pose question. Des pierres particulièrement dures, difficiles à façonner sans techniques avancées, ont été modifiées à Mnubuke et avec une régularité surprenante. Les surfaces en escompier montrent des strites cohérentes, des zones d'usure localisées, comme si l'outil avait été utilisé de manière répétée pour une fonction spécifique. Pourtant, aucune chaîne opératoire connue ne permet d'expliquer simplement leur fabrication à l'époque supposée. Ces outils sont souvent classés dans des catégories vagues. On les décrit comme indéterminés, atypiques ou simplement énigmatiques. Ils n'entrent pas dans les typologies classiques. Ils ne permettent par contre pas de définir une culture, ni même une phase. Alors ils deviennent des anomalies silencieuses, conservées dans des collections,
mentionnés brièvement, rarement mis en avant. Ce qui est frappant, c'est leur répartition géographique. Des objets aux formes étonnamment similaires ont été découverts dans des régions très éloignées les unes des autres. Ils ne sont pas identiques, mais ils partagent des principes communs. Une ergonomie implicite, une logique fonctionnelle qui dépasse le simple hasard. Cette convergence est difficile à expliquer par des inventions indépendantes, surtout lorsqu'elles concernent des formes peu intuitives. Dans certains sites, ces outils apparaissent dans des couches très anciennes, associées à peu d'autres artefacts. Ils ne sont pas accompagnés de foyers, de restes alimentaires, de traces d'habitat clairement définies. Ils semblent exister seuls, comme les vestiges d'une activité ponctuelle spécialisée. Cela suggère une présence humaine différente de celle que nous imaginons habituellement. Peut-être mobile, peut-être ciblée, peut-être liée à des fonctions que nous n'avons pas encore identifiées. L'usure observée sur certains de ces outils indique une utilisation prolongée. Ils n'étaient pas des objets symboliques ou expérimentaux. Ils servirent à quelque chose. Mais à quoi ? Les hypothèses proposées sont souvent insatisfaisantes. Elles tentent de les faire entrer de force dans des usages connus, sans réellement rendre compte de leurs caractéristiques spécifiques. Il existe aussi des outils qui semblent combiner plusieurs fonctions, sans correspondre au modèle polyvalent habituel. Leur forme est trop précise pour être improvisée. Elle suppose une compréhension fine des gestes, des matériaux, des contraintes mécaniques. Pourtant, les sociétés auxquelles on les associe ne semblent pas avoir développé d'autres objets comparables, sans comme si ce savoir-faire était isolé, non transmis ou perdu rapidement. Dans certains cas, des outils apparaissent dans des contextes où leur utilité semble improbable. Des instruments de coupe dans des zones où les ressources végétales sont rares. Des objets de broyage dans des environnements qui ne montrent aucune trace d'agriculture ou de transformation alimentaire. Ces incohérences suggèrent que le paysage ancien était différent ou que l'usage de ces outils ne correspond pas à ce que nous supposons. Il est possible que ces outils soient les vestiges de civilisations très anciennes spécialisées dans certaines activités. Des sociétés qui ne cherchaient pas à coloniser l'espace, à bâtir des villes, mais à accomplir des tâches précises. Leur passage aurait laissé peu de traces, à l'exception de ces instruments robustes. Une civilisation de gestes plus que de monuments. La difficulté à les classer tient aussi à notre manière de découper le temps. Nous parlons d'âge, de période, comme s'ils étaient homogènes. Mais le temps humain est probablement plus fragmenté, où des cultures peuvent coexister sans se connaître. Des techniques peuvent apparaître, disparaître, réapparaître ailleurs sous une autre forme. Un outil qui ne rentre dans aucun âge pourrait appartenir à une histoire parallèle, aujourd'hui effacée. Certains chercheurs ont proposé que ces objets soient le résultat d'erreurs d'interprétation, des formations naturelles prises pour des outils. Cela arrive, mais tous les cas ne peuvent pas être expliqués ainsi. Lorsqu'un objet présente des zones d'usure cohérentes, une symétrie fonctionnelle, une adaptation à la main humaine, l'hypothèse naturelle devient fragile. La nature produit des formes, mais rarement des objets qui s'ajustent aussi bien à l'usage. Il y a aussi la question de la transmission interrompue. Une technique peut exister brièvement, dans un contexte précis, puis disparaître sans laisser de descendance. Si les porteurs de ce savoir disparaissent, il ne reste que leurs outils, déconnectés de toute tradition vivante. Ces objets deviennent alors des orphelins technologiques. Nous avons tendance à associer l'évolution des outils à une progression continue vers plus de complexité. Mais l'histoire réelle pourrait être faite de détours, de spécialisations temporaires, de pertes irréversibles. Un outil avancé dans un domaine précis ne signifie pas une société globalement avancée selon nos critères. Il peut témoigner d'une intelligence appliquée différemment. Les outils qui ne rentrent dans aucun âge nous confrontent à cette possibilité. Ils suggèrent que notre grille de lecture est incomplète, que certaines formes d'ingéniosité ont existé en dehors des trajectoires que nous reconnaissons, qu'il y a eu des expériences humaines dont il ne reste que des fragments difficiles à intégrer dans un récit linéaire. Ces objets ne racontent pas une histoire claire, ils ne portent pas d'inscription, pas de symboles explicites. Ils parlent par leur forme, leur usure, leur silence. Ils disent qu'un geste a été répété, qu'un besoin a été satisfait, qu'une intention a été poursuivie. Et puis, plus rien. Si nous sommes la 7e civilisation ou simplement l'une d'une longue série, alors ces outils pourraient être les rares témoins matériels de mondes disparus, des mondes qui n'ont pas cherché à laisser de traces durables ou qui ont été effacés avant de pouvoir le faire.
Et si ces objets isolés sont tout ce qu'il reste de certaines tentatives humaines, combien d'autres outils, d'autres savoirs ont disparu sans jamais être reconnus, et que faudrait-il changer dans notre manière de regarder pour commencer à les voir ? À travers les couches du temps, une constante semble émerger. Lorsque des sociétés disparaissent, d'autres apparaissent sur les mêmes territoires, parfois après de longues périodes de silence. Elles reconstruisent, elles réorganisent, elles réinventent, comme si l'espace portait une invitation persistante à être habité de nouveau. Cette répétition n'est pas toujours consciente, elle n'est pas nécessairement guidée par la mémoire, elle semble répondre à une impulsion plus profonde. Les sites anciens révèlent souvent des phases successives d'occupation séparées par des vides prolongés. Des villes abandonnées, recouvertes par la végétation ou les sédiments, deviennent plus tard le socle de nouvelles implantations. Les raisons de ces retours sont multiples. Les ressources sont là. L'eau circule encore, le terrain a déjà été modifié. Mais ce qui frappe, c'est la persistance du choix, même lorsque la mémoire de l'occupation précédente s'est perdue. Dans certains cas, les nouvelles sociétés ignorent presque tout de celles qui les ont précédées. Elles utilisent donc les mêmes emplacements sans reproduire les mêmes techniques. Elles bâtissent différemment. Elles organisent l'espace dans l'espace selon d'autres logiques. Pourtant, elles reviennent. Comme si le lieu conservait une attractivité qui dépasse la transmission culturelle. Cette obsession de recommencer se manifeste aussi à plus grande échelle. Des régions entières connaissent des cycles d'occupation et d'abandon. Les archives archéologiques montrent des périodes de densité humaine, suivies de longues phases de retrait. Puis, sans lien évident, l'activité reprend. Les sociétés qui émergent ne semblent pas toujours conscientes de ce qui a existé avant. Elles repartent sur de bases nouvelles, parfois plus simples, parfois plus complexes. L'idée de recommencement est profondément humaine. Elle traverse les mythes, les récits de fondateurs, les cosmogonies, des mondes détruits, puis recréés, des âges d'or suivis de chutes, puis de renaissances. Ces histoires sont souvent interprétées comme des métaphores morales, mais elles pourraient aussi refléter une observation ancienne, celle d'un monde humain qui ne progresse pas en ligne droite, mais par cycle. Dans les vestiges matériels, cette répétition se traduit par des superpositions. Des fondations anciennes supportent des constructions plus récentes. Des routes suivent des tracés établis bien avant l'apparition des sociétés qui les utilisent. Des champs sont cultivés sur des sols déjà travaillés par des mains oubliées. Le recommencement n'est jamais total. Il s'appuie sur ce qui subsiste, même lorsque l'origine est méconnue. Il existe aussi des recommencements technologiques. Des techniques apparaissent, disparaissent, puis réapparaissent ailleurs, parfois sous une forme légèrement différente. La métallurgie, l'agriculture, l'architecture monumentale semblent émerger à plusieurs reprises dans des contextes distincts. Cette convergence est souvent expliquée par des besoins similaires, mais elle pourrait aussi indiquer des pertes de savoir suivies de redécouvertes. Lorsque des civilisations s'effondrent, les causes sont rarement uniques. Changements environnementaux, tensions internes, ruptures économiques se combinent. Mais quel que soit le scénario, le résultat est souvent le même. Les structures complexes deviennent difficiles à maintenir. Les réseaux se fragmentent, les connaissances spécialisées se perdent. Ce qui reste est une humanité capable de survivre, mais contrainte de simplifier. Dans ces moments de simplification forcée, le passé immédiat devient inaccessible. Les objets hérités perdent leur fonction. Les techniques ne peuvent de plus être reproduites. Les ruines deviennent des paysages. Le recommencement commence alors, non comme un projet conscient, mais comme une nécessité. Il faut réapprendre à produire, à organiser, à comprendre l'environnement. Ce processus peut donner l'illusion d'un progrès rapide lorsque les conditions s'améliorent. Une société peut atteindre en quelques siècles un niveau de complexité comparable à celui d'une civilisation disparue bien plus tôt. Mais cette rapidité masque une réalité plus fragile. Elle repose sur des conditions favorables, non sur une accumulation linéaire de savoir ininterrompu. L'obsession de recommencer est aussi visible dans notre propre époque. Nous restaurons, nous reconstruisons, nous archéologisons, même ce qui est encore récent. Nous cherchons à préserver, à transmettre, à éviter l'oubli. Cette inquiétude témoigne peut-être d'une conscience diffuse de la fragilité des civilisations, une intuition que ce qui a été bâti peut être perdu. Si nous envisageons l'hypothèse de plusieurs cycles de civilisation, alors le recommencement n'est plus une anomalie. Il devient un mécanisme central. L'humanité n'avance pas vers un sommet définitif. Elle explore des possibilités, certaines durables, d'autres éphémères.
Chaque cycle laisse des traces inégales, selon les matériaux, les conditions, les catastrophes traversées. Dans ce cadre, l'idée d'être la 7e civilisation n'est pas une affirmation de supériorité, mais une position temporaire. Nous serions simplement ceux qui occupent actuellement l'espace avec nos outils, nos récits, nos certitudes. Ce que nous appelons progrès pourrait n'être qu'une phase parmi d'autres, vouée elle aussi à se transformer ou à disparaître. Le recommencement pose une question dérangeante. Si tant de sociétés ont dû repartir presque de zéro, que reste-t-il vraiment d'une civilisation lorsqu'elle s'effondre ? Quelques pierres, quelques outils, des paysages modifiés, des histoires déformées. Le reste s'efface. La mémoire collective se réinitialise, parfois sans même en avoir conscience. Et pourtant, quelque chose persiste. Une capacité à observer, à apprendre, à organiser. Une tendance à reconstruire des structures sociales, à explorer, à comprendre. Cette continuité n'est pas matérielle. Elle est cognitive. Elle traverse les cycles, même lorsque les savoirs spécifiques se perdent. Si l'humanité est marquée par cette obsession de recommencer, alors les traces fragmentaires que nous observons aujourd'hui pourraient être les résidus de tentatives antérieures. Non des échecs définitifs, mais des expériences interrompues. Et si nous voulons comprendre ce qui a été effacé, il faut peut-être regarder non seulement ce qui a disparu, mais ce qui revient sans cesse, sous des formes différentes, comme une mémoire diffuse inscrite dans notre manière même d'habiter le monde. Lorsque l'on parle d'ingénierie, on imagine des plans, des calculs, des outils spécialisés, une accumulation de connaissances formalisées. Le mot évoque une discipline consciente d'elle-même, structurée, enseignée. Pourtant, certaines traces matérielles suggèrent que des principes d'ingénierie ont été appliqués bien avant que nous ne disposions de preuves d'une telle formalisation. Ces autres traces ne sont pas spectaculaires. Elles sont discrètes, souvent enfouies, parfois intégrées à des paysages que nous croyons naturels. Dans plusieurs régions du monde, des aménagements anciens montrent une compréhension fine des contraintes physiques du terrain. Des plateformes sont construites sur des sols instables, mais elles ont résisté pendant des durées étonnamment longues. Des structures sont implantées dans des zones sismiques, et pourtant leurs fondations semblent avoir absorbé les mouvements sans s'effondrer immédiatement. Ces choix ne relèvent pas du hasard. Ils témoignent d'une observation prolongée, d'une connaissance empirique accumulée. Certaines structures anciennes semblent avoir été conçues pour gérer l'eau avec une précision remarquable. Des canaux suivent des pentes constantes sur de longues distances. Des bassins répartissent les flux sans provoquer d'érosion excessive. Dans des régions soumises à des pluies irrégulières, ces systèmes pénétrants permettent de retenir, de redistribuer, d'évacuer. Ce type de maîtrise suppose une compréhension du comportement de l'eau, de la gravité, des sols, une compréhension acquise par l'expérience mais appliquée avec une cohérence qui dépasse l'improvisation. Ce qui intrigue, c'est que ces aménagements apparaissent parfois dans des contextes où l'on ne trouve aucune trace d'une société complexe telle que nous la définissons. Pas de villes étendues, pas d'outillage abondant, pas d'indice clair d'une hiérarchie sociale développée. Pourtant, le paysage porte la marque d'une intervention réfléchie, durable, planifiée à l'échelle du territoire. Dans certains cas, des routes anciennes traversent des reliefs difficiles en suivant des tracés optimisés. Elles évitent les pentes excessives, exploitent les lignes de crête, franchissent les vallées aux pointoirs les plus stables. Ces choix suggèrent une connaissance approfondie du terrain. Ils impliquent vraiment des reconnaissances, des ajustements, peut-être même une transmission de ces itinéraires sur plusieurs générations. Pourtant, les cultures auxquelles ces routes sont attribuées ne semblent pas avoir laissé d'autres traces d'une telle organisation spatiale. Il existe aussi des structures qui semblent anticiper des contraintes à long terme. Des fondations profondément ancrées, des systèmes de drainage intégrés, des orientations calculées pour limiter l'impact des éléments. Ces choix ne sont pas nécessaires pour une occupation temporaire. Ils indiquent une intention de durée, une projection dans un avenir que les constructeurs ne verraient pas eux-mêmes. Dans certains sites, les matériaux utilisés sont sélectionnés avec soin. Des pierres de densité particulière sont placées à des endroits précis. Des couches de matériaux différents sont alternées pour répartir les charges. Ces techniques sont connues aujourd'hui pour améliorer la stabilité. Les retrouver dans des contextes anciens, sans preuve d'une théorie formalisée, suggère une ingénierie intuitive fondée sur l'observation et l'expérimentation. La difficulté à reconnaître ces traces tient à notre définition même de l'ingénierie. Nous la concevons comme un système explicite, documenté, reproductible.
Mais il est possible qu'une civilisation ancienne ait développé des solutions techniques efficaces sans jamais les formaliser de manière abstraite. Une ingénierie transmise par la pratique, par l'exemple, par l'imitation. Une ingénierie silencieuse. Dans certains paysages, des modifications semblent trop cohérentes pour être le fruit de décisions isolées. Des alignements de terrasses, des réseaux de canaux, des nivellements étendus indiquent une vision d'ensemble. Ces projets nécessitent une coordination, une planification collective. Ils impliquent des décisions prises à l'échelle d'une communauté, voire d'une région. Pourtant, les traces culturelles associées à ces projets sont parfois absentes ou fragmentaires. Il est tentant d'attribuer ces aménagements à des sociétés connues, en étendant leurs capacités au-delà de ce que les preuves matérielles suggèrent. Cette démarche permet de préserver la continuité du récit, mais elle laisse subsister un malaise. Car si ces sociétés maîtrisaient réellement de tels principes d'ingénierie, pourquoi ces connaissances ne se retrouvent-elles pas ailleurs dans leur culture matérielle ? Une autre possibilité est que ces traces manquaient de l'héritage de sociétés antérieures, réutilisées par des peuples plus récents. Et les structures auraient survécu, tandis que la mémoire de leur conception se serait perdue. Et les occupants ultérieurs auraient profité des aménagements sans en comprendre pleinement la logique. Ce phénomène est connu. Il n'a pas été observé à plusieurs reprises dans l'histoire humaine. Dans ce cas, l'ingénierie précéderait la culture qui en bénéficie. Les solutions techniques existeraient indépendamment de leur transmission consciente. Elles deviendraient des éléments du paysage, acceptés comme donnés, non comme construits. La frontière entre naturel et artificiel s'estomperait, rendant ces traces difficiles à identifier. Il existe aussi des indices d'ingénierie dans la manière dont certains sites sont orientés. Des structures sont alignées avec des phénomènes naturels récurrents, des variations saisonnières, des cycles environnementaux. Ces alignements ne sont pas nécessairement symboliques, ils peuvent répondre à des besoins pratiques, optimiser l'ensoleillement, gérer la température, contrôler l'humidité. Ces choix traduisent une compréhension fine de l'interaction entre l'environnement et les structures humaines. Ce qui rend ces traces particulièrement troublantes, c'est leur ancienneté supposée. Elles apparaissent parfois dans des contextes où l'on n'attendrait qu'une adaptation rudimentaire. Or, elles révèlent une sophistication discrète, presque invisible, une ingénierie sans monument, sans inscription, sans revendication. Si des civilisations antérieures ont développé de telles compétences, leur disparition a emporté avec elle non seulement des structures sociales, mais aussi des savoirs techniques profondément intégrés au quotidien. Ces savoirs ne se seraient pas transmis sous forme de textes ou de théories, mais par des gestes, des pratiques, des routines. Leur perte aurait été presque totale. Nous avons tendance à associer l'ingénierie à la modernité, à la rationalisation, à la domination de la nature. Mais ces traces suggèrent une autre approche, une ingénierie en dialogue avec l'environnement, attentive à ses contraintes, cherchant l'équilibre plutôt que la transformation radicale. Une ingénierie peut être plus durable, mais aussi plus vulnérable à l'oubli. Reconnaître l'existence possible d'une ingénierie avant l'ingénierie, ce n'est pas projeter nos concepts modernes sur le passé. C'est accepter que l'intelligence technique puisse s'exprimer de manière diffuse, non centralisée, non documentée. Que des solutions efficaces puissent exister sans laisser de preuves spectaculaires. Si ces traces sont bien les vestiges de civilisations antérieures, alors notre propre définition du progrès technique mérite d'être interrogée. Peut-être que certaines formes de savoir sont plus faciles à perdre que d'autres. Peut-être que ce que nous considérons comme primitif cache parfois une compréhension profonde, adaptée à un monde que nous avons cessé d'habiter. Et si l'ingénierie la plus ancienne n'était pas celle qui laisse les monuments les plus visibles, mais celle qui s'efface dans le paysage au point de devenir presque invisible, combien de ces traces avons-nous déjà traversées sans les reconnaître, et que nous diraient-elles si nous apprenions à les regarder autrement ? Lorsqu'on évoque les extinctions, l'esprit se tourne vers des événements spectaculaires, des chutes brutales, des bouleversements globaux, des ruptures nettes inscrites dans les couches géologiques. Pourtant, toutes les disparitions ne laissent pas de signature claire. Certaines s'effacent sans fracas, diluées, imagées dans le temps, fragmentées en épisodes locaux. Elles ne portent pas de nom officiel. Elles ne figurent pas toujours dans les grandes chronologies. Et pourtant, leurs effets sont profonds. Dans les archives archéologiques, il existe des moments où l'activité humaine semble se dissoudre progressivement, sans cause évidente. Les outils deviennent plus rares, les structures cessent d'être entretenues.
Les paysages aménagés retournent lentement à un état plus sauvage. Il n'y a pas de couche de destruction nette, pas de traces de violence généralisée, juste une absence croissante, une disparition silencieuse. Ces extinctions sans nom sont difficiles à interpréter, car elles ne correspondent pas à nos attentes. Nous cherchons des causes uniques, des événements déclencheurs. Mais il est possible que certaines civilisations se soient éteintes non par un choc soudain, mais par une accumulation de déséquilibres. Des changements climatiques subtils, des modifications lentes des ressources, des tensions internes qui ne laissent pas de traces matérielles évidentes. Dans certains cas, les indices, comme je dis, suggèrent une contraction progressive des sociétés. Les habitats se dispersent, les réseaux d'échange se réduisent, et les objets déjoués deviennent un peu plus simples, moins standardisés. Ce processus peut s'étendre sur plusieurs générations. Pour les individus qui le vivent, il n'y a pas nécessairement de conscience d'un effondrement, juste une adaptation continue à des conditions de plus en plus contraignantes. Ces extinctions diffuses sont particulièrement difficiles à détecter lorsque les sociétés concernées n'ont pas laissé d'écrit. Sans témoignage direct, nous dépendons entièrement des traces matérielles. Or, ces traces sont précisément celles qui disparaissent en premier lorsque l'organisation sociale se fragilise. Les structures complexes ne sont plus entretenues, les matériaux sont récupérés, les sites sont abandonnés. Il existe aussi des extinctions culturelles sans extinction biologique. Des populations survivent, mais leur culture, leur savoir, leur structure sociale disparaissent. Les groupes se réorganisent, adoptent de nouvelles pratiques, parfois imposées par des conditions extérieures. Dans ce cas, l'archéologie peut donner l'illusion d'une continuité alors qu'il s'agit d'une rupture profonde. Les mêmes territoires sont occupés mais par des sociétés fondamentalement différentes. Dans certaines régions, on observe des changements rapides dans les styles d'outils, les modes de construction, les pratiques alimentaires. Ces changements sont parfois interprétés comme des évolutions naturelles, mais ils pourraient aussi être les signes d'un effacement culturel, une perte de connaissances suivie d'une réinvention partielle. Une civilisation s'éteint, une autre naît sur ses ruines, sans héritage direct. Les extinctions qui ne disent d'où pas leur nom sont aussi liées à l'environnement. Des paysages autrefois favorables deviennent progressivement hostiles. Les sols s'appauvrissent, les cours d'eau changent de trajectoire, les zones côtières se transforment. Ces modifications ne sont pas toujours catastrophiques à court terme, mais elles peuvent rendre un mode de vie insoutenable sur le long terme. Les sociétés s'adaptent, migrent, se transforment jusqu'à ce que leur forme initiale disparaisse. Dans ces contextes, il n'y a pas de moment précis à dater, pas de ligne claire entre l'avant et l'après. L'extinction est un processus, non un événement. Elle s'étale, se dilue, se confond avec la vie quotidienne. Ce type de disparition laisse peu de traces spectaculaires, mais il est probablement plus fréquent que les effondrements brutaux. Si des civilisations antérieures ont existé bien avant les périodes que nous reconnaissons, il est possible qu'elles aient disparu de cette manière. Non effacées par une catastrophe globale, mais par une série de changements graduels. Leur disparition n'aurait laissé que des vestiges fragmentaires, difficiles à distinguer des processus naturels. Quelques structures abandonnées, quelques outils isolés, des paysages modifiés, puis lentement réabsorbent. Ce qui rend ces extinctions particulièrement troublantes, c'est qu'elles peuvent se produire sans que les sociétés concernées en aient pleinement conscience. Une civilisation peut continuer à fonctionner, à transmettre des traditions, tout en perdant progressivement ce qui faisait sa spécificité. Lorsque la rupture devient visible, il est déjà trop tard pour revenir en arrière. Les récits mythologiques pourraient conserver la mémoire diffuse de ces extinctions lentes, des âges qui s'assombrissent, des temps où les dieux se retirent, des mondes qui déclinent sans être détruits. Ces récits ne décrivent pas des événements précis, mais des processus. Ils traduisent une expérience collective de perte progressive. Dans l'étude du passé, nous privilégions souvent ce qui est spectaculaire, car c'est ce qui se voit le mieux. Les grandes destructions, les couches de cendres, les villes abandonnées brusquement. Mais en faisant cela, nous risquons de sous-estimer l'importance des extinctions silencieuses, celles qui effacent des civilisations entières sans laisser de signature claire. Si nous sommes aujourd'hui confrontés à l'idée de civilisations disparues, sans héritier évident, il faut peut-être chercher ces extinctions sans nom, des processus longs, discrets, cumulés, des disparitions qui n'ont jamais été reconnues comme telles parce qu'elles ne correspondaient pas à nos attentes.
Ces extinctions posent aussi une question inconfortable sur notre propre époque. Sommes-nous capables de reconnaître les signes d'un déclin progressif ? Ou sommes-nous, comme les sociétés passées, immergés dans des adaptations quotidiennes qui masquent une transformation plus profonde ? La disparition d'une civilisation ne commence pas nécessairement par un effondrement visible. Elle peut commencer par un léger décalage, presque imperceptible. Si les civilisations antérieures ont disparu sans laisser de traces évidentes, alors leur absence dans nos récits n'est pas une preuve de leur inexistence. C'est peut-être le signe que nous ne savons pas encore reconnaître toutes les formes que peut prendre une extinction. Et si certaines de ces disparitions se sont produites dans un silence presque total, que nous apprennent-elles sur la fragilité des sociétés humaines et sur la manière dont l'histoire sélectionne ce qu'elle choisit de retenir, laissant le reste s'effacer sans même lui donner un nom ? Toutes les découvertes ne trouvent pas leur place dans les livres. Certaines apparaissent brièvement, sont mentionnées dans des rapports techniques évoqués lors de conférences, puis s'évanouissent du récit collectif. Elles ne sont pas nécessairement fausses ni réfutées. Elles deviennent simplement invisibles. Ce phénomène n'est pas rare. Il est même structurel. La connaissance ne progresse pas uniquement par accumulation, mais aussi par sélection. Lorsqu'un objet, un site ou une analyse ne s'intègre pas facilement au cadre existant, il crée une tension. Il oblige à revoir des chronologies, à rouvrir des débats que l'on croyait clos. Cette remise en question demande du temps, des ressources, une volonté institutionnelle. Or, la recherche fonctionne aussi par priorité. Ce qui ne promet pas de résultats clairs ou exploitables est souvent relégué à l'arrière-plan. Certaines découvertes disparaissent parce qu'elles sont difficiles à interpréter. Un objet isolé, sans contexte précis, ne raconte pas une histoire complète. Il soulève des questions sans offrir de réponse immédiate. Dans un système où la validation repose sur la reproductibilité et la cohérence, ces anomalies d'observer deviennent inconfortables. Elles sont notées, archivées, puis rarement revisitées. Il existe aussi des contraintes matérielles. Les fouilles sont coûteuses. Les analyses prennent sens du temps. Les sites doivent être protégés, parfois rapidement recouverts, à nouveau. Une découverte jugée secondaire peut être laissée en suspens pendant des années. Pendant ce temps, l'attention se porte ailleurs. Lorsque l'on revient, si l'on revient, le contexte a changé. Les chercheurs ont changé. Les priorités aussi. La disparition des découvertes peut également être liée au langage scientifique lui-même. Pour être reconnue, une observation doit être formulée dans des termes acceptables. Elle doit s'inscrire dans un vocabulaire partagé. Or, certaines découvertes semblent exiger de nouveaux mots, de nouvelles catégories. Tant que ces outils conceptuels n'existent pas, l'observation reste marginale. Elle n'est pas niée, mais elle n'est pas pleinement intégrée. Il ne s'agit pas nécessairement d'un effacement volontaire. La plupart du temps, il n'y a pas de décision consciente de faire disparaître une découverte. Il y a plutôt une série de micro-choix. Un article non publié, une étude non financée, un rapport cité une seule fois. À force, la trace s'estompe. La découverte devient un détail oublié. Dans certains cas, des découvertes ont été publiées, puis discrètement requalifiées. Un site initialement présenté comme exceptionnel devient ordinaire après réinterprétation. Un objet ancien est reclassé comme intrusion tardive. Ces révisions peuvent être justifiées, mais elles peuvent aussi être influencées par le besoin de préserver la cohérence globale. Une anomalie isolée est plus facile à expliquer comme une erreur que comme un indice d'un problème plus vaste. Il existe également des découvertes qui disparaissent parce qu'elles ne trouvent pas de défenseurs. La recherche est humaine. Elle dépend des personnes qui portent les questions, qui les approfondissent, qui les transmettent. Si un chercheur quitte le domaine, change de sujet ou disparaît, ses travaux peuvent tomber dans l'oubli, surtout s'ils étaient controversés ou marginalisés. Les découvertes liées à des périodes très anciennes sont particulièrement vulnérables. Plus on remonte dans le temps, plus les preuves sont rares, fragmentaires, ambiguës. Chaque indice compte, mais chaque indice est aussi plus facile à contester. Une seule donnée discordante peut suffire à disqualifier une hypothèse entière. Dans ce contexte, la prudence peut se transformer en inertie. Il y a aussi un facteur culturel. Certaines idées sont plus acceptables que d'autres à un moment donné. L'idée de civilisations antérieures avancées, par exemple, a longtemps été associée à des spéculations non scientifiques. Cette association a créé un réflexe de méfiance. Toute découverte pouvant alimenter ce type de discours est traitée avec une vigilance accrue, parfois au point de l'isolement.
Pourtant, l'histoire des sciences montre que des idées autrefois marginales ont fini par être acceptées. La reconnaissance de périodes plus anciennes que celles initialement admises. La découverte de cultures inattendues. La remise en question de chronologies établies. Ces évolutions ont été possibles parce que certaines découvertes ont survécu à l'oubli, ont été redécouvertes, réévaluées à la lumière de nouvelles méthodes. La disparition temporaire des découvertes n'est donc pas définitive, elle peut être suivie d'un retour. Des objets oubliés dans des collections sont parfois réanalysés des décennies plus tard. Des sites négligés sont fouillés à nouveau avec des techniques plus fines. Ce qui semblait incohérent devient soudain lisible. Mais ce processus dépend du hasard, des opportunités, des personnes. Dans le cas des hypothèses sur des civilisations antérieures, la disparition des découvertes a un effet cumulatif. Chaque anomalie isolée peut être expliquée ou ignorée. Mais lorsque ces anomalies sont dispersées, oubliées séparément, leur convergence potentielle disparaît aussi. Le tableau d'ensemble ne peut pas émerger si les fragments ne sont jamais réunis. Il est possible que certaines preuves de civilisation précédentes aient été découvertes trop tôt, avant que les outils conceptuels et techniques nécessaires à leur interprétation ne soient disponibles. Dans ce cas, elles auraient été classées, puis oubliées en attendant un contexte plus favorable. L'histoire de la science est ponctuée de ces décalages temporels entre observation et compréhension. La question n'est donc pas seulement de savoir si des découvertes ont été effacées, intentionnellement. Elle est de comprendre comment fonctionne la mémoire scientifique, ce qu'elle retient, ce qu'elle laisse de côté, ce qu'elle attend avant de réintégrer. Cette mémoire est sélective, comme toute mémoire collective. Si nous sommes la 7e civilisation, ou simplement l'une d'une longue série, alors il est possible que les preuves de celles qui nous ont précédées soient encore là, dispersées, fragmentées, parfois oubliées. Non parce qu'elles ont été détruites, mais parce qu'elles n'ont pas trouvé le cadre nécessaire pour être reconnues. Et si certaines découvertes disparaissent, non par rejet, mais par anticipation silencieuse, en attendant que nous soyons prêts à les comprendre, que faudra-t-il changer dans notre manière de regarder le passé pour que ces fragments oubliés puissent enfin se rassembler et révéler ce qu'ils ont toujours suggéré sans jamais pouvoir l'affirmer? Les archives Saunders Johnson sont souvent perçues comme des lieux de conservation absolue, des espaces où le passé est protégé de l'oubli, classé, ordonné, rendu accessible. Elles incarnent l'idée que rien d'important ne disparaît vraiment. Pourtant, toute archive est aussi un système de choix. Ce qui y entre, ce qui y reste visible, ce qui y est relégué au second plan. Le silence qui s'y installe n'est pas toujours accidentel. Il est parfois le résultat d'une organisation discrète. Chaque archive reflète les priorités de son époque, les documents jugés essentiels sont mis en avant, catalogués, commentés, d'autres sont conservés sans être réellement intégrés au récit principal. Ils existent, mais ils ne parlent pas. Ils sont présents sans être entendus. Ce silence n'est pas une suppression, mais une marginalisation. Et avec le temps, cette marginalisation devient une forme d'effacement. Dans le domaine de l'archéologie et de l'histoire ancienne, ce phénomène est particulièrement visible. Les découvertes qui s'inscrivent clairement dans les cadres établis trouvent facilement leur place. Elles confirment, précisent, enrichissent un récit déjà accepté. À l'inverse, les éléments ambigus, difficiles à interpréter ou trop isolés sont souvent classés comme secondaires. Ils rejoignent des fonds spécialisés, des annexes de techniques rarement consultées. Les archives ne sont pas neutres. Elles sont structurées selon des catégories, des périodes, des cultures, des disciplines. Lorsqu'une découverte ne correspond à aucune de ces catégories, elle devient difficile à classer. Elle est alors souvent placée dans des dossiers généraux ou associée par défaut à la catégorie la plus proche. Ce choix, apparemment anodin, peut déterminer son avenir. Une fois mal classée, une découverte devient presque invisible pour ceux qui ne savent pas exactement ce qu'ils cherchent. Il existe aussi un silence lié à la transmission. Les archives ne parlent que si quelqu'un les consulte, les interprète, les relie à d'autres données. Sans ce travail actif, elles restent muettes. Or, la recherche est soumise à des contraintes de temps, de financement, de spécialisation. Les chercheurs se concentrent sur des corpus précis. Ce qui se trouve en dehors de ces périmètres reste souvent inexploré. Le silence organisé se manifeste également dans les publications. Les résultats jugés clairs et cohérents sont privilégiés. Les données ambiguës sont parfois mentionnées brièvement, sans analyse approfondie. Elles apparaissent en notes,
en appendice, en remarque marginale. Avec le temps, ces mentions deviennent difficiles à retrouver. Elles se dissolvent dans la masse des publications techniques. Ce processus ne nécessite aucune intention malveillante. Il est le produit d'un système qui valorise la clarté, la cohérence, la reproductibilité. Les anomalies, par définition, perturbent ces qualités. Elles ralentissent pour la compréhension. Elles ouvrent des questions sans réponse immédiate. Dans un environnement où la reconnaissance dépend souvent de résultats tangibles, ces éléments sont moins attractifs. Le silence des archives est aussi lié à l'évolution des disciplines. Des catégories, utilisées autrefois, deviennent obsolètes. Des termes changent de sens. Des cadres théoriques sont abandonnés. Les documents associés à ces anciens cadres peuvent devenir difficiles à interpréter. Sans traduction conceptuelle, ils restent enfermés dans leur contexte d'origine. Ce silence est alors le résultat d'un décalage entre les langages du passé et ceux du présent. Dans certains cas, des archives contiennent des descriptions de découvertes qui ne peuvent plus être vérifiées. Les objets ont été perdus, détruits ou déplacés. Les sites ont été recouverts, urbanisés, inaccessibles. Il ne reste que des descriptions, parfois vagues, parfois précises, mais sans possibilité de confirmation. Ces documents deviennent suspects, non parce qu'ils sont faux, mais parce qu'ils sont orphelins de preuves matérielles. Le silence organisé est renforcé par la spécialisation croissante des savoirs. Un géologue peut ne pas consulter des archives archéologiques. Un historien peut ignorer des rapports techniques. Les fragments restent séparés. Les connexions potentielles ne se font pas. Une découverte qui pourrait être significative à l'intersection de plusieurs disciplines reste invisible dans chacune prise isolément. Si des civilisations antérieures ont existé, leurs traces seraient probablement dispersées dans des archives multiples sous des classifications différentes. Un aménagement du terrain décrit dans un rapport géologique, un objet atypique mentionné dans une collection archéologique, une carte ancienne conservée dans un fonds historique. Tant que ces éléments ne sont pas mis en relation, ils ne forment pas un récit. Ils restent silencieux. Les archives reflètent aussi une hiérarchie de crédibilité. Certaines sources sont jugées plus fiables que d'autres. Certains types de données sont valorisés. Les témoignages anciens, les traditions orales, les récits non conformes sont souvent considérés avec méfiance. Lorsqu'ils sont conservés, ils le sont parfois comme curiosité, non comme source potentielle. Ce statut marginal contribue à leur silence. Il est important de comprendre que ce silence n'est pas figé. Les archives peuvent être réactivées. De nouvelles questions peuvent leur donner une voix. Des relectures peuvent révéler des cohérences jusque-là invisibles. Mais cela demande un changement de regard, une volonté de chercher non seulement des confirmations, mais aussi des dissonances. Dans l'hypothèse de cycle de civilisation, le silence des archives prend une autre dimension. Il ne s'agit plus seulement de documents oubliés, mais de traces fragmentaires d'expériences humaines entières, réduites à quelques lignes, quelques objets, quelques mentions. Leur absence dans le récit dominant n'est pas une preuve de leur inexistence, mais le reflet d'un système de sélection. Ce silence organisé nous invite à la prudence, à reconnaître que ce que nous savons du passé est conditionné par ce qui a été conservé, classé, valorisé, à accepter que des pans entiers de l'histoire humaine puissent rester hors champ, non par choix conscient, mais par accumulation de décisions ordinaires. Si nous sommes la 7e civilisation, ou simplement l'une parmi d'autres, alors nos propres archives seront un jour relues, réinterprétées, fragmentées. Certaines de nos certitudes deviendront des notes de bas de page, d'autres disparaîtront complètement. Et peut-être que dans ces silences futurs, des chercheurs percevront à leur tour des incohérences, des absences, des fragments qui ne s'assemblent pas encore. La question n'est donc pas seulement ce que les archives contiennent, mais ce qu'elles taisent. Et si le passé des civilisations précédentes est enfoui dans ce silence organisé, que faudra-t-il pour apprendre à l'écouter et pour distinguer dans le calme des documents classés les murmures d'histoire que nous n'avons pas encore su entendre ? Il existe une idée discrète, rarement formulée explicitement, mais profondément enracinée dans la pensée moderne, celle que notre civilisation représente un aboutissement, non nécessairement le dernier chapitre, mais le plus avancé, le plus conscient de lui-même. Cette conviction ne se proclame pas toujours, elle se glisse dans la manière dont nous regardons le passé, comme si tout ce qui l'a précédé n'était qu'une préparation incomplète à ce que nous sommes devenus. Pourtant, lorsque l'on observe l'histoire humaine sur des durées longues, cette certitude commence à se fissurer.
Chaque civilisation qui a laissé des traces visibles semble avoir cru, à un moment donné, être arrivée à un seuil inédit. Un point de maîtrise, de compréhension, de stabilité. Les archives anciennes, lorsqu'elles existent, parlent souvent d'âge ultime, de temps accompli, de monde organisé selon un ordre définitif. Ces récits ne sont pas marginaux, ils sont récurrents. Les sociétés passées ont souvent perçu leur propre époque comme exceptionnelle, non par arrogance, mais parce qu'elles vivaient dans le présent de leur complexité. Elles voyaient ce qu'elles avaient construit, ce qu'elles avaient appris à maîtriser. Elles ne voyaient pas encore ce qui allait se perdre. Cette myopie temporelle est humaine. Elle accompagne toute période de relative stabilité. Lorsque ces sociétés se sont effondrées, celles qui leur ont succédé ont regardé leurs ruines avec distance. Elles y ont vu des vestiges d'un passé mystérieux, parfois idéalisé, parfois incompris. Rarement comme le reflet d'un avenir possible pour elles-mêmes. Chaque civilisation a tendance à se penser comme fondamentalement différente de celles qui l'ont précédée. Si nous adoptons un regard plus large, une autre possibilité apparaît. Et si nous n'étions ni les premiers, ni les plus avancés, mais simplement les plus récents à formuler cette croyance. Et si l'idée d'être au sommet de l'histoire était elle-même un motif récurrent, une illusion qui accompagne chaque cycle de civilisation, les indices accumulés tout au long de ce récit suggèrent une humanité plus ancienne, plus fragmentée, plus cyclique que nous ne l'admettons habituellement. Des traces matérielles difficiles à classer, des savoirs apparus trop tôt, des structures sans héritier, des absences inexplicables. Pris isolément, ces éléments peuvent être relativisés. Ensemble, ils dessinent une autre image du passé, une image incomplète mais persistante. Dans cette perspective, notre civilisation ne serait pas une exception, mais une répétition. Une configuration particulière de connaissances, de technologies, de structures sociales rendues possibles par des conditions environnementales favorables. Comme d'autres avant elle, elle a développé des systèmes complexes, accumulé des savoirs, transformé son environnement. Et comme d'autres, elle pourrait être plus fragile qu'elle ne le croit. Il ne s'agit pas de prédire un effondrement imminent, ni de nier les spécificités de notre époque. Il s'agit de reconnaître que la complexité n'est pas synonyme de permanence, que la maîtrise technique ne garantit pas la continuité culturelle, que la transmission du savoir, même lorsqu'elle semble assurée, dépend de conditions précises, vulnérables. Si des civilisations antérieures ont réellement existé, leur disparition n'a pas forcément été totale ou spectaculaire. Elle a pu être progressive, fragmentée, silencieuse. Leurs connaissances ont pu se perdre non par destruction, mais par désintégration, par spécialisation excessive, par dépendance à des systèmes devenus impossibles à maintenir. Ces scénarios ne sont pas étrangers à notre propre expérience historique. Nous avons tendance à imaginer le passé comme simple parce que ce qui en subsiste est fragmentaire. Mais cette simplicité peut être trompeuse. Elle est le produit de la perte, non de l'origine. Ce que nous appelons primitif est souvent ce qui a survécu à des effondrements répétés. Le résidu, non le sommet. Si nous sommes la 7e civilisation, ou l'une parmi d'autres, alors notre rapport au temps mérite d'être réévalué. L'histoire humaine ne serait pas une ligne ascendante, mais une série de tentatives, certaines brèves, d'autres durables, toutes vulnérables. Chaque cycle réinvente le monde avec les moyens disponibles, tout en ignorant une partie de ce qui l'a précédé. Dans ce cadre, la question n'est plus de savoir si des civilisations antérieures ont existé, mais pourquoi leur mémoire s'est fragmentée à ce point. Quelles conditions permettent à une civilisation de laisser une trace intelligible au-delà de sa disparition ? Quelle forme de savoir résiste réellement au temps ? Les monuments massifs, les textes, ou des structures tant plus discrètes, intégrées au paysage, aux pratiques, aux gestes ? Notre époque est marquée par une accumulation sans précédent d'informations. Nous produisons des archives à une échelle jamais atteinte. Mais cette abondance n'est pas une garantie. Elle repose sur des infrastructures complexes, énergivores, fragiles. Si ces infrastructures venaient à disparaître, combien de ces informations resteraient accessibles ? Combien seraient compréhensibles sans les clés culturelles nécessaires ? Peut-être que les civilisations passées ont cru elles aussi avoir trouvé des moyens durables de transmettre leur savoir. Peut-être que certaines y sont parvenues portées à l'ONU partiellement, laissant des cartes, des structures, des outils. Mais sans le contexte vivant, ces traces deviennent ambiguës. Elles posent des questions, sans fournir de réponses. La croyance d'être les derniers est une forme de confort,
Elle permet de penser l'avenir comme une continuation, non comme une rupture. Elle donne un sens à l'accumulation. Mais elle peut aussi aveugler. Elle peut t'empêcher de voir les fragilités, les dépendances, les points de rupture. Si l'histoire humaine est réellement cyclique, alors chaque civilisation se situe à la fois après et avant. Après celles qui ont disparu, avant celles qui n'existent pas encore. Dans cette position intermédiaire, la responsabilité n'est pas de se croire unique, mais de comprendre les mécanismes de perte et de transmission. Les traces que nous laisserons ne seront pas choisies consciemment. Elles seront le résultat de ce qui résistera. Ce qui survivra aux changements environnementaux, aux bouleversements sociaux, aux réorganisations profondes. Comme pour les civilisations passées, une grande partie de ce que nous sommes disparaîtra sans trace. La question finale n'est donc pas de savoir si nous sommes la 7e civilisation. Ce chiffre importe peu. Ce qui importe, c'est le learn, c'est la reconnaissance d'un motif, celui d'une humanité capable de recommencer, mais aussi de perdre, capable de bâtir, mais aussi d'oublier. Si d'autres avant nous ont cru être au terme de l'histoire, et si leur monde s'est malgré tout dissous dans le temps, alors notre propre certitude mérite d'être interrogée avec calme, non par peur mais par lucidité. Car comprendre que nous ne sommes peut-être ni les premiers, ni les derniers, pourrait être la condition nécessaire pour laisser enfin une trace qui ne soit pas seulement un mystère pour ceux qui viendront après nous.